Allez, au revoir, bye bye. Ciao papa. Non, je préfère entendre ce qu'il dit et rebondir. Aïe. Alors, quelles étaient tes attentes Est-ce que tu avais compris ce que je t'avais dit Est-ce que. Quelles étaient tes attentes avant de venir Globalement, oui. Globalement, j'avais On compris que peut se c'était reprendre la un... question dans ta réponse au début, si Pardon? tu veux. Si tu peux juste reprendre la question Ah oui, et parce que ensuite toi, on t'es pas peut. enregistré. Ah non. Ah, d'accord. Donc moi, au départ, j'ai compris que ce projet était un projet transversal, donc avec des artistes, des sportifs. J'ai globalement, j'ai saisi à peu près le sens du projet, mais en même temps, il y avait aussi un aléatoire, et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est-à-dire une inconnue. Voilà. Et c'est à mon avis le propre du voyage. S'il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de voyage possible. Donc il faut savoir que lorsqu'on s'en va, on ne peut pas tout maîtriser, on peut pas tout. Il y a quand même un sens de la découverte qui doit être important. Voilà, donc je suis parti sur une certaine base et en même temps, je ne savais pas trop comment moi j'allais m'organiser pour pouvoir faire le travail que j'avais prévu. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai compris que il y avait aussi des sportifs qui étaient dans la performance, qui étaient dans l'action, et que c'était une action assez instantanée et rapide, et que moi j'étais plutôt à l'inverse, dans une attente de contemplation, de lenteur, d'espace, etc. Bon, j'ai choisi en fait de vivre plutôt, de trouver un équilibre en fait entre la vie du groupe, donc sur le bateau, et puis ce qu'on allait faire, et puis aussi mes attentes personnelles. Donc il fallait en même temps que je trouve des moments d'isolement pour pouvoir écrire, pour pouvoir dessiner, pour réfléchir sur ce que j'allais faire par la suite, parce que la différence entre mon travail et la performance des sportifs, c'est que la performance, elle se fait dans l'instant. Alors que moi, je peux travailler sur le long terme, et c'était un petit peu le but au départ, puisque on en avait discuté aussi. Et donc, j'avais proposé de faire un travail à la suite de, de tout ce que je pouvais emmagasiner comme images, comme renseignements, comme informations, comme documents, comme textes que je pouvais écrire, qui pouvaient m'apporter aussi une, une mémorisation, enfin me renvoyer à une mémorisation de ce que j'avais vécu. Voilà. En relisant les textes que j'ai écrits dans quelques temps, je pense que ça va me renvoyer en fait à des impressions vécues ici sur le moment. Voilà. Là, tu penses que tu as du travail pour combien de temps Là, je pense que j'ai du travail pour 2 ans. 2 ans. Mm. C'est-à-dire que bon, j'ai la chance d'avoir 4 expositions en perspective sur ce voyage, ce qui est formidable, dans des très beaux lieux en plus. J'étais resté à 2, moi. Ben oui, mais on en est à 4 là. Eh oui. Ouais, il y a une expo donc au fort de Sainte-Marine, qui va être une très grosse exposition, puisqu'il y aura à peu près 80 tableaux, dont pas mal de grands. Il y aura peut-être entre 6 et 9 grands tableaux. Euh, Ensuite, il y a une exposition qui aura lieu normalement à Lorient. Ensuite, une à Paris. Et puis une, évidemment, à la galerie Patricia Orana à Pont-l'Abbé, j'espère. Quand même. Voilà, donc je me donne 2 ans. Voilà, ouais. Cette série que t'appelleras comment Tu sais déjà un nom T'as déjà- Ouais, je pense avoir trouvé un. Élémentaire, c'est bien, évidemment. Ouais, mais d'autant que pour rester dans l'esprit du projet, j'ai décidé de travailler sur les éléments. D'accord. Donc j'ai travaillé sur les 3 éléments. Il y aura peut-être un quatrième qui sera le feu, mais pour l'instant,
je ne sais pas trop comment l'articuler, mais par contre les 3 autres, j'ai déjà du grain à moudre pour pouvoir travailler sur la terre, donc le minéral en fait, surtout ici, parce que ici c'est très minéral, l'eau évidemment, et l'air, puisque c'est quand même un pays où il y a beaucoup d'espace, beaucoup de vide, beaucoup de vacuité, beaucoup de silence. Et donc ça va être le fil conducteur de mon travail. Et pour la première fois, tu vas mettre des humains dans tes tableaux? Non, pas dans mes tableaux, parce que j'ai aussi peint beaucoup d'humains, heureusement. J'ai fait pas mal de portraits, j'ai fait des scènes de personnages. Il y a longtemps, je peignais beaucoup les bars, les marchés, les foules, voilà. Mais disons que c'est vrai que depuis un certain temps, je peins beaucoup de paysages. Et ce sont des paysages où il n'y a pas d'humain, volontairement, parce que le personnage, souvent, du tableau, c'est la personne qui regarde le tableau. Voilà. Donc j'essaye de faire rentrer le spectateur dans le paysage et dans mon tableau. Ça peut être aussi le peintre, évidemment, hein, le personnage du tableau. Mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas, quoi. Donc ça a un sens un petit peu, entre guillemets, métaphysique, ce qui correspond bien, je trouve, d'ailleurs, à ce type de lieu ici. C'est-à-dire que la présence de l'humain n'existe que par son absence, quoi. Voilà, on la devine, elle est suggérée, on la sent, quoi. Il faut qu'on arrive à la sentir, quoi. Voilà. Moi, j'ai ça, il y en avait une où justement tu avais branché en bas du glacier. Oui. Tu avais fait une photo et tu m'as dit pour une fois je vais faire un tableau avec justement quelqu'un à l'intérieur. Oui, tu étais sur un rocher, éloigné, comme une ombre chinoise, un peu. Et donc, je trouvais que c'était intéressant parce que, justement, un paysage grandiose comme ça, d'origine du monde, un peu, hein, qui fait référence presque à la jeunesse, quoi. Donc, de voir un petit personnage éloigné qu'on verra pas tout de suite, ça va permettre de rentrer dans le tableau autrement. Voilà. Parmi tous les humains, du coup, pour toi, la place de l'humain et de l'art dans le monde, on en est où, à ton avis? Bah déjà, il n'y a pas d'art sans humain, puisque l'art, c'est une donnée universelle, puisque déjà les hommes préhistoriques ont laissé des traces artistiques dans les cavernes, en peignant des animaux, en peignant aussi des corps, puisqu'ils ont laissé des traces de leurs mains, notamment, hein. Et ça a perduré à travers les siècles, avec, je dirais, une espèce de linéarité, parce que même dans l'art contemporain et dans l'art moderne, si on prend par exemple certaines peintures ou certaines gravures de Picasso, eh ben, il s'est servi des peintures des hommes préhistoriques. Hein, il a peint d'ailleurs beaucoup de taureaux, et puis il a été jusqu'à, je dirais, l'ascèse, c'est-à-dire la synthèse de toute l'histoire de l'art, en simplifiant au maximum le trait pour signifier le principal, quoi. Voilà. Du coup, ce qu'on a fait là, en gros, c'est un peu simplifier le monde. Vu qu'on a mis plein de personnes différentes sur un bateau. Mmh. Il y a pas mal de questions autour de ce terme-là, mais je vais te laisser choisir comment tu veux y répondre. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi c'est important de faire des choses comme ça. Est-ce que c'est important déjà, et pourquoi c'est important d'avoir des résidences? Qu'est-ce que tu en as ressorti? Est-ce que ça a été important pour toi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut potentiellement intéresser pas mal d'artistes? Ben moi, je pense que de toute façon, ce type de rencontre, à l'occasion d'un voyage comme celui-là, on n'en revient pas indemne. Pour plusieurs raisons. D'une part, parce que je pense que c'est indispensable de croiser des regards et des réflexions, une pensée. Voilà. Donc là, on vient d'univers assez différents, tous, avec des attentes qui ne sont pas les mêmes. Il y a des générations aussi
différentes, hein, puisque là, moi, j'étais le doyen quand même sur ce bateau, mais je ne l'ai pas trop ressenti. Hein, donc, et c'est très bien d'ailleurs, parce que d'un côté, moi, j'ai pas voulu jouer le patriarche. D'autre part, j'ai senti que de l'autre côté, on me considérait comme tout le monde, quoi. En même temps, évidemment, je ressens qu'il y a aussi un fossé générationnel entre des jeunes qui ont 20 ans, 30 ans, et puis moi qui en ai le double, voire le triple. Hein. Je pourrais être le grand-père de Johan, hein, pratiquement. Mais ces regards croisés intergénérationnels, et puis à travers des activités assez différentes, je trouve que c'est plus qu'important, c'est primordial, parce que sinon on reste figé dans une sectorisation des pratiques sociales, quoi, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est indispensable. Alors en même temps, ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu voir moi ici, c'est-à-dire que on vit dans un monde globalisé, on va vers la mondialisation, et en même temps on a besoin de retrouver aussi sa spécificité, ses particularismes, et je dois dire que confronté à la réalité telle qu'on l'a vécue ici, même si c'est pas très très long, et si c'est entre guillemets, hein, et c'est pas péjoratif ce que je vais dire, c'est du saupoudrage d'une certaine façon, on ne peut pas approfondir les choses, on a quand même vu des choses, on est témoin de ce qu'on a vu, et notamment le peuple inuit et groenlandais qui évolue vers la modernité, etc., cherche aussi à conserver ses traditions et son identité, comme je disais tout à l'heure, son particularisme. Et c'est pas facile. On voit bien que c'est pas simple, hein, parce que d'une part, on lui a imposé certaines choses, hein, notamment des pratiques occidentales, américaines, danoises, françaises, enfin bon, et puis en même temps, c'est un peuple qui vient de loin, et on sait très bien que le présent comme le futur n'existe que par rapport au passé, quoi. Alors le problème qui se pose, et c'est le problème de tous les peuples qui ont une identité forte comme ça, et nous on connaît ça en Bretagne, hein, c'est en fait ce que disait, ça va être un petit peu de la philo là, mais ce que disait Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant, il disait l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. Voilà. Donc là, on a fait quelque chose d'eux, d'une certaine façon, on leur a imposé certaines pratiques, mais il faut qu'ils en fassent quelque chose et qu'ils transforment ces pratiques-là. Ça ne va pas être facile, ça ne va pas être simple, mais en même temps, c'est indispensable, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est pas possible. Hein. Là, ils sont impliqués, ils sont intégrés dans ce mouvement mondialisé, et donc, par contre, il va falloir qu'ils se battent et qu'ils résistent et qu'ils osent résister pour pouvoir conserver leur pratique, leur culture, leur identité, quoi. On connaît ça un petit peu partout, et moi je pense que c'est indispensable, hein. Comme disent les Africains, quand une langue disparaît, c'est une bibliothèque qui disparaît. Et pour l'instant, les Inuits parlent encore leur langue. On les entend, on entend les enfants qui parlent leur langue, hein. Nous, on a perdu ça en Bretagne, on essaye de le retrouver, par exemple, avec les écoles d'Iwan, etc. Ce qui est très bien, mais c'est presque un artifice maintenant, c'est devenu artificiel. C'est pas quelque chose de naturel. Peut-être que ça le redeviendra, je l'espère, moi, hein, je trouve ça important, parce que c'est une richesse. Quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Oui, c'est ça, ouais. Du coup, qu'est-ce qu'ils t'ont apporté, les Groenlandais? Qu'est-ce qu'ils nous apportent? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? Moi, en tout cas, je ne suis pas venu ici avec une vision édulcorée, parce que j'avais lu pas mal de bouquins sur les Inuits et sur les Indiens aussi. D'ailleurs, j'en ai lu un là, pendant le séjour. C'était plutôt sur les Indiens, d'ailleurs, mais d'Amérique du Nord. Donc j'avais lu pas mal de bouquins de Jean Mallory. Je savais un petit peu ce qui se passait, ce qui fait que je n'ai pas été énormément surpris sur le plan théorique, mais sur le plan de la confrontation au réel, oui. Voilà. Alors moi, ce qui m'a interrogé un petit peu, c'est de savoir qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont une vision, comme je disais, édulcorée, voire exotique un petit peu, ou pittoresque du Grand Nord, et notamment
du Groenland, hein, et des Inuits. Hein. Souvent, quand on demande aux gens quelle vision ils ont du Groenland, bah, ils voient encore les Esquimaux en peau de phoque qui vont pêcher au trou, etc. quoi. Mais bon, c'est plus ça, on n'est plus là-dedans, du tout, du tout, du tout. Quand on va au supermarché, on trouve de tout, voilà, il y a des taxis, ils ont tous des portables, ils sont complètement intégrés à la modernité. Alors maintenant, moi, ce que ça m'apporte, bah, je trouve que ça apporte toujours quelque chose, parce que le fait de partir, c'est aussi une façon de se découvrir soi-même grâce au regard des autres et grâce au regard qu'on porte aussi sur les autres. C'est interactif, hein, ça. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on en revient avec des images, avec une réflexion sur le monde et une vision du monde qui nous change, nous aussi. Hein. On est un peu comme nos propres scaphandriers, c'est-à-dire qu'on descend à l'intérieur de nous-mêmes, comme ça, jusqu'au fond, jusqu'au fond, jusqu'au fond. Et puis, bah, petit à petit, on découvre des choses, et des choses qui ne sont pas toujours agréables d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir des choses très agréables et puis des choses moins agréables. Parce que partir, comme je disais dans la première interview, c'est le voyage, c'est partir là où on ne s'attend pas, quoi. Donc on ne s'attend pas soi-même, et où on découvre des lieux auxquels on ne s'attendait pas non plus, quoi. Voilà. Et sur toi, par exemple, sur ce voyage-là, Ah bah moi, j'ai découvert en tout cas quelque chose qui m'a fait énormément plaisir. C'est ma petite fierté personnelle, c'est que je me suis senti capable encore de faire des choses à mon âge que je ne croyais pas capable. Je ne me croyais plus capable, par exemple, de faire cette rando qu'on a fait l'autre jour, là, et monter sur ce sommet-là, parce que la première partie, je me disais, bon allez hop, je me frise, c'est facile et tout. Puis la deuxième, ouais, c'était pas simple. Et puis, je me suis accroché, j'y suis allé. Alors bon, évidemment, c'est vrai que quand on a un passé sportif, ça aide, parce qu'on va chercher au fond de soi-même des ressources qui sont toujours là, d'une certaine façon. Et puis, il y a la volonté. Il y a aussi, on se dit, j'ai fait du sport, j'en ai bavé, je sais ce que c'est, donc allez, il faut y aller. Et ça fait partie justement de la gestion du risque, dont on a déjà un peu parlé. Et la gestion du risque dans l'absolu, en fait, c'est d'acheter un fusil, parce qu'on va se dire, on peut rencontrer un ours qui est perdu, ça c'est la gestion du risque absolu. Mais après, la gestion du risque relative, on va dire, c'est ce qui s'est passé là, pour moi en tout cas, personnellement, c'est de me dire, est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais être capable de le faire. En même temps, si j'avais senti que c'était trop risqué pour moi, je serais redescendu, évidemment. Hein. Mais ça n'empêche que je sens que j'ai pris un risque aussi de me dire, allez, je vais aller au bout, quoi. Voilà. sachant que tu avais déjà les 2 semaines, en plus avant, 2-3 semaines dans les pattes avant. Oui, exactement. Ouais. Et puis que j'étais un petit peu tout seul en plus quand je suis parti. Parce que, évidemment, en étant avec des sportifs de haut niveau qui, comme on dit, castiques, hein, qui étaient partis devant assez rapidement, je les ai perdus de vue. Et puis il fallait que je me débrouille tout seul, quoi. Hein. Donc c'est ça aussi la gestion du risque, hein. C'est de s'assumer. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'on peut aussi être confronté à un échec. Il y a un moment où si on ne va pas au bout, on se dit c'est un échec. Et c'est un échec, c'est vrai. Et on ne le vit pas obligatoirement bien. Voilà. Bon, moi ça s'est bien passé, je suis très content. Bah ouais, un peu, ouais, bien sûr, je l'ai compris ça, j'ai compris tout de suite. Bien sûr, je l'aurais mal vécu aussi, c'est normal. C'est normal. Et d'avoir croisé autant de personnalités différentes, on va dire, à bord, humainement. Ça c'est formidable, c'est toujours enrichissant, la diversité, pour moi c'est ce qu'il y a de primordial. Alors en même temps, c'est une diversité dans l'unité, parce que ce qui fédère, c'est le bateau. On est tous sur le même bateau, comme on dit, hein, engagés sur le même bateau, dans la même galère, si on peut dire ça aussi quelquefois. Hein. Et puis, faut faire avec. Donc ça, c'est l'unité globale, mais en même temps, à l'intérieur, chacun a sa personnalité, et c'est quand même des personnalités assez fortes. Hein, moi, j'ai été surpris, et agréablement surpris, par la qualité des gens, et puis aussi leurs compétences, évidemment, dans leur domaine, parce qu'ils sont tous pointus dans leur domaine. Voilà. Alors après,
bah, c'est vrai que de vivre tous ensemble dans une promiscuité telle que celle-ci, bah, oui, c'est un défi, quoi. C'est un défi, c'est pas évident. Surtout sur une longue durée comme ça. En même temps, bah, évidemment, dans ces cas-là, il faut faire des concessions, il faut faire des compromis. De temps en temps, il faut mettre son mouchoir dans sa poche. Et puis, hein, si on peut prendre des coups, hein, c'est normal. Il peut y avoir des conflits. Après, bah, c'est à chacun d'y mettre du sien pour que ça fonctionne. Et puis, il y a peut-être aussi, sur le bateau, il y a des gens qui sont fédérateurs. Bah, toi, en l'occurrence, Marie, c'est vrai. Donc, ça permet de conserver la cohésion du groupe. Ce qui est pas simple, hein. Moi, je l'ai vécu quand je suis parti et on n'était que 5 en kayak. Et il y a eu de gros conflits par moment. Il a fallu les gérer. Et c'était pas toujours facile. Ça aurait pu même être, voire fatal, dangereux. On avait des armes avec nous. Voilà. Hein. Bon, on est quand même revenu vivant. Ouais, là, ça devrait bien se passer. Tu sais, t'as déjà dit tellement de choses. J'ai dit tellement de choses. Ouais, c'est chouette. Non, c'est vraiment chouette. En tout cas, moi, ça change ma vision du monde. De quoi, de venir ici ou de Oui, faire un voyage de faire un voyage comme celui-là. Ouais, parce que ça permet... Bon, ça vient peut-être aussi... je ne veux pas parler de ça tout le temps, mais ça vient peut-être aussi de mon âge. J'arrive à un âge où on fait des bilans. Il y a des étapes comme ça. Hein. Et là, ça me permet de voir les choses un petit peu autrement, de relativiser certaines choses, de faire un petit bilan concernant aussi là où j'en suis, quoi. Voilà. Hein. Parce que on est loin de tout. Hein. Donc à ce moment-là, on est loin des siens, on est loin de sa famille, et on est seul avec soi-même et sans rentrer dans quelque chose de spiritualiste entre guillemets. Oui, mais pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est une exploration de soi. bien sûr. Le voyage, ça reste de l'écologie intérieure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, il y a quelque chose de métaphysique là-dedans. On est à la fois le centre, on se sent le centre de quelque chose et on fait partie du tout. Et en faisant partie du tout, on se sent tout petit. Surtout dans des paysages comme ceux-là, dans un environnement comme ça, qui n'est pas obligatoirement un environnement édulcoré, qui peut être un environnement hostile. Bah, vous l'avez vécu lors de la traversée, quand on est en pleine mer et puis que ça cartonne, évidemment, on se sent minuscule par rapport aux éléments. Hein. Ça rejoint le projet. Hein. Ça ne s'appelle pas élémentaire pour rien. Hein. C'est clairement Parce que après, ça va continuer. Vous allez vivre d'autres histoires avec d'autres personnes, d'autres aventures, dans d'autres lieux. Ça va être complètement différent. Ce sera jamais pareil. Comment est-ce que tu as quelqu'un qui ne connaît pas en France, est-ce que tu vas raconter ce voyage-là? Comment est-ce que tu vas réussir à synthétiser, à raconter ce que tu as Déjà, j'ai écrit pas mal de choses. J'ai écrit 2 petites nouvelles, déjà. Une nouvelle qui raconte, qui est assez rigolote, parce que, enfin, c'est drôle, un peu à la manière de Jorn Ril. C'est l'histoire du bateau qui avale des objets, des choses. Et donc, je me suis dit, ça, c'est vraiment un sujet intéressant, quoi. Hein. J'ai écrit un peu de poésie aussi. D'ailleurs, j'ai écrit un poème que j'ai mis sur le livre d'or. Voilà. Et moi, c'est un peu la continuité de mon premier voyage, d'une façon complètement différente, au Groenland. Et je me suis dit une chose tout à l'heure en marchant, et c'était un peu émouvant pour moi. Je me suis dit, voilà, dans quelques années, ce que j'aimerais bien, c'est y retourner. Mais comme je suis allé sur la côte est, nord-est, le sud, maintenant j'aimerais bien aller au nord-ouest. Voilà. C'est un pèlerinage, oui.
Faire le tour. Voilà. Bah, surtout que dans quelques années, le Nord-Ouest sera certainement différent. Mm. Je ne sais pas si ce sera complètement ouvert et si c'est bien ou pas bien, ça on le verra parce que ça c'est. Et derrière, il y a des enjeux géostratégiques et géopolitiques qui, moi en tout cas, m'inquiètent un peu. Mais et puis qui m'inquiète aussi pour des raisons d'ordre purement écologique aussi, hein, parce que ça veut dire que si le passage du Nord-Ouest s'ouvre, c'est que la banquise fond, quoi, hein, et qu'il y a des espèces qui vont disparaître. Bah, on en parle, hein, on sait très bien que les ours polaires montent de plus en plus vers le nord, hein, et puis qu'à un moment donné, bah, ils risquent de disparaître. Et c'est quand même gravissime. Mais en même temps, ouais, j'aimerais bien... Bah, d'une part parce que j'ai lu beaucoup de choses de Mallory, de Paul-Émile Victor et de mon ami Jörn Riel qui a vécu aussi du côté de Thulé. Il a fait tout le tour, lui, hein, et il a vécu... Alors, petite anecdote, très drôle quand même, parce qu'aujourd'hui j'ai fait une rencontre improbable et incroyable. C'est que je suis allé donc tout au bout là-bas, où il y a des ferrailleurs, c'est incroyable. On est dans des espèces de décharges monumentales avec des bateaux pourris, des bagnoles en vrac, enfin bon, c'est incroyable, des chaînes, de la rouille partout. Et puis tout au bout, il y a un magasin qui s'appelle Stark. On rentre là-dedans, ils vendent des toiles à peindre, des pinceaux, j'ai acheté de la peinture acrylique. Et puis il y avait donc le marchand, enfin le propriétaire du magasin qui était là. Il était tout seul, il n'y avait personne. Ils vendent aussi des gants, enfin toutes sortes de trucs. Et je commence à discuter avec lui et il me demande d'où je venais. Je lui dis je viens de France, tout ça. Et il me demande si je suis déjà venu au Groenland. Je lui dis oui, je suis venu sur la côte est, nord-est. Et il me dit pourquoi. Je lui explique, je lui dis je suis venu sur les traces d'un grand écrivain danois. Il me regarde et il me fait Jörn Riel. Incroyable. Alors bon, je sais qu'il est très connu au Groenland, mais là, c'était ce qui est le plus incroyable, c'est qu'il me dit ma grand-mère a servi de modèle pour Jörn Riel, qu'il l'avait dessiné, et donc elle est sur la couverture d'un de ses bouquins. Et je connais ce bouquin, effectivement. Il m'a donné donc le nom de sa grand-mère, qui s'appelait Rebecca, et donc je lui ai promis qu'en rentrant, j'appellerai Jörn, je lui enverrai un mail, et je vais lui raconter l'histoire. Il pourra peut-être raconter, il va peut-être écrire un petit racontard. Voilà. Ouais, parce qu'elle devait avoir à peu près son âge, la Rebecca en question. Oui. Hein, et comme disait sa femme, Jörn, disait toujours il doit avoir à peu près un enfant sur chaque continent. Ça, on ne pose pas la question aux marins. Oui. Ah bah ça, de toute façon, on sait qu'il a il a des enfants inuits. Ouais. Il s'en est jamais caché. Des questions, toi, Théo ? Moi j'aime beaucoup tout ce qui a été dit. La bouteille à la mer. Ouais, la bouteille à la mer, c'est bien. Un conseil pour les futures générations, une bouteille à la mer, exactement. Déjà, moi comme en plus j'ai des enfants, souvent je leur parle quand même un petit peu de ce qui se passe aujourd'hui sur la planète et je leur dis que évidemment c'est pareil complètement en bateau, mais faire attention, voilà. Et puis surtout être capable de résister, quoi. Ça c'est pour moi indispensable. De s'indigner et de résister. Et comme disait aussi Jean Mallory, oser. Oser faire des choses. Ce qu'on fait en ce moment, c'est oser, quoi. C'est oser et, accent aigu. C'est pas quelque chose d'anodin. Et en même temps, je pense qu'au fil de ce voyage, on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé obligatoirement. Voilà. Et donc ça nous oblige aussi dans notre faculté d'adaptation et de s'adapter au monde. De ne pas rester figé sur nos propres a priori et notre propre culture. De savoir qu'il y a des gens qui vivent complètement différemment et que
quand on vient les voir, on ne peut pas venir en pays conquis, quoi. C'est à nous de nous adapter. Alors en même temps, ce qui est paradoxal et étonnant, c'est que pour eux, c'est nous qui sommes exotiques. Alors qu'au départ, nous, on va vers une sorte d'exotisme. Hein. Comme je disais tout à l'heure, quand on demande aux gens ce que c'est qu'une peuplade néo-zélandaise, ils vont penser tout de suite aux peuplades papous, etc. Et puis ici, pareil, quoi, les Esquimaux en fourrure et tout ça, alors que c'est faux tout ça. Mais pour eux, je pense que nous, on est exotiques aussi. Moralement, c'est à nous de nous adapter à ce qui nous entoure ou Quand on vient ceux qui nous entourent? Les deux. Je pense que, ouais, bien sûr, les deux. Oui, c'est pas incompatible. Et je pense que c'est nécessaire en même temps, bien sûr. Oui. Après, on peut partir sur des heures de discussion. Moi, je trouve qu'on a énormément de matière. Et là, il y en a déjà beaucoup. Là, on a 2 heures d'interview, quoi, entre Franck et lui. Là, il y a une demi-heure. Ça fait une demi-heure qu'on est dessus. Non, un peu plus. On est à 38 minutes. J'ai commencé à 38 minutes. Et Charles, un dernier truc que tu veux rajouter? Un petit message aux sponsors pour leur dire à quel point c'est formidable, élémentaire et qu'il faut absolument suivre cette aventure. Attends, je coupe. Gros salaud, tu sais. En tout cas, moi, je pense que c'est des projets qui doivent se réaliser, se concrétiser pour plusieurs raisons. On en a déjà parlé. D'une part, parce que ça permet, nous, dans ce projet, on est les témoins. Et donc, quand on est témoin, on est passeur. Hein, et je sais ce que ça signifie que d'être passeur, puisque je me considère, sans aucune prétention, comme un passeur de lumière quand je fais des vitraux. Le vitrail, c'est le passage de la lumière. Voilà. Donc, je considère que porter témoignage, c'est être passeur, c'est transmettre quelque chose, c'est transmettre un message qui n'est pas obligatoirement un message philosophique, idéologique, politique, etc., mais qui est un message qui peut être beaucoup plus simple que ça, c'est-à-dire montrer les choses telles qu'elles sont pour pousser les gens, d'une certaine façon, à se poser des questions, à réfléchir, et puis surtout les inviter à la curiosité, quoi. C'est tout simple. Hein. Le premier voyage que j'ai fait, moi, donc, sur la côte Est, c'était sur les traces de cet écrivain. On a écrit un bouquin à la suite de ça. Notre bonheur, c'était d'entendre des gens qui nous disaient vous nous avez donné envie de lire cet auteur. Voilà, ça c'est gagné. Hein. Là c'est pareil, je pense que aujourd'hui où il y a une perte de la notion de sacré, par exemple, hein, redonner un sens sacré aux choses pour que les gens désirent les choses aussi, désirent partir, désirent voir les autres, aller vers les autres. À mon avis, c'est indispensable. Hein. On vit beaucoup trop aujourd'hui la banalisation de tout, où tout se vaut. Mais non, tout ne se vaut pas, quoi. Donc, c'est important de se dire que quand on désire les choses, hein, et qu'on ne peut pas les avoir tout de suite, ça se mérite. Hein. Le voyage, là, il se mérite. Hein, vous en avez barré à un moment donné pendant la traversée, ben oui, mais au bout du compte, il y a une récompense, quoi. C'est comme moi l'autre jour quand je suis arrivé tout là-haut. D'ailleurs, il y a eu un accueil incroyable, quoi. Tout le monde me dit bravo Jaco, etc. C'était super. J'étais hilar, j'étais heureux, quoi. Et c'était ma récompense. Voilà. Alors c'est une récompense individuelle, mais là il y a une récompense collective aussi. Hein. Cette récompense collective, c'est le voyage et de revenir changer, modifier. J'espère que ça va tous nous modifier d'une certaine façon, dans le bon sens évidemment. C'est marrant parce que tu as dit qu'il fallait du désir pour les êtres et pour les expériences qui te transforment et qu'il fallait plus de ce désir-là. Mais tu n'as jamais parlé de désir d'objet et j'ai l'impression qu'on est en permanence
la pub du désir de l'objet. Ah, oui, bien sûr, l'aspect matériel, tu veux dire. Oui, oui, bien sûr. On perd. Ouais. Mais c'est pour ça que je dis la notion de sacré, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable, palpable, qui n'est pas de l'ordre du matériel. C'est immatériel. Est-ce que pour aller vers un mieux-être commun, peut-être qu'on pourrait pas plus partager les objets et pour avoir plus d'expérience? Je sais pas, par exemple, tu vois là. Les partager, oui. Alors, tiens, je vais te donner un exemple par rapport à mon boulot. Hein. C'est que, par exemple, un tableau, quand je le vends, il appartient à la personne qui l'achète, qui se l'approprie. Se l'approprie par le prix qu'elle l'a payé, mais se l'approprie aussi par rapport à sa propre histoire. C'est-à-dire qu'elle va y voir des choses que moi, je n'aurais pas obligatoirement vues, mais c'est une relation interindividuelle, c'est-à-dire privilégiée entre le tableau et cette personne-là. Tu vois ? Donc, d'une certaine façon, le tableau, une fois qu'il est parti, il ne m'appartient plus. Dans son histoire, je parle, hein, bien sûr. Matériellement, oui, c'est moi qui l'ai réalisé quand même. Hein. Mais par contre, un vitrail, c'est complètement différent. Parce qu'une fois qu'il est posé, qu'il est terminé, il appartient à la communauté des hommes. C'est complètement différent. Et donc, moi, je le vis d'une façon beaucoup plus, je dirais, émouvante, parce que chacun se l'approprie différemment, mais en même temps collectivement, quoi. Hein. Et donc, évidemment, à ce moment-là, il y a un partage. Il y a un partage de la pensée, il y a un partage de la beauté. Là, on partage aussi la beauté du monde, d'une certaine façon, en contemplant ces paysages merveilleux, magnifiques. Enfin bon, moi je suis un contemplatif en étant un peintre, je peux pas ça ne peut pas être autrement. Mais c'est quelque chose qu'on partage ensemble, ça. Même si individuellement, on peut le vivre différemment. Et c'est tant mieux. C'est cette diversité aussi de points de vue qui permet de donner une vision d'ensemble beaucoup plus large. Si on a tous le même point de vue, c'est pas très intéressant. On n'a plus rien à se dire. Voilà. C'est la notion de mystère, par exemple. Dans la peinture, c'est pareil. C'est un tableau réussi, pour moi, c'est un tableau qui laisse une porte ouverte à l'imaginaire de l'autre, de celui qui regarde le tableau. Si tout est dit dans le tableau et qu'on voit tous la même chose, c'est raté. La grande peinture, le grand tableau qui était là quand je suis arrivée avant que ça parte à l'expo, quand on a ouvert l'atelier, immense, beau milieu. Ah oui, oui. Il a été vendu celui-là déjà? C'était sur la rivière de Pont-l'Abbé? C'était pas la rivière. La rivière sans l'eau. Il est bleu, blanc, il est sublime, je suis tombée en arrêt devant. Avec des personnages? Non, un paysage. Que paysage, ouais. Je laisse tourner. Non, moi sinon, sauf si tu as quelque chose à... Non, moi je trouve que c'était bien de discuter comme ça, à bâton rompu, c'est beaucoup plus naturel. Hein. Moi je préfère ça, tu vois. Un sujet sur lequel tu as envie de parler? Non, je pense que c'est bien là. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Hein. Ce matin j'étais beaucoup plus concis. Ah oui, celui-là. Oui, celui-là. Celui-là, il exprime ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que on peut imaginer plein de choses. Voilà. Chacun peut y mettre ce qu'il est, y mettre sa propre histoire, personnelle ou familiale, individuelle, voilà. C'est pour ça que ça touche plus ou Et il y a quelqu'un, par exemple, qui est venu à l'atelier, qui est un peu dans les trucs celtiques et tout ça, et qui m'a dit c'est le paradis des Celtes, le Tir na nOg. Je dis oui, pourquoi pas. Hein. C'est l'île d'Avalon avec le roi Arthur qui part sur sa barque. Oui, hein. Pourquoi pas. Chacun y voit ce qu'il veut. Là, oui, il faut un grand mur parce qu'il fait 160 sur 160, celui-là.
Ouais, c'est pas un petit. Mais là, je vais en faire des comme ça. Hein. Pour l'expo, ça va être des grands. Hein. Allez. Tac.